Le débat de ce Smart Impact, on parle de l'immobilier tertiaire et je vous présente mes invités. Marie Manac, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice adjointe de l'Observatoire de l'immobilier durable. Julien Bruno, bonjour. Bonjour. Le président, le cofondateur de IQ-Spot. Quelques questions de présentation pour démarrer l'Observatoire de l'immobilier durable. Marie Manac, vous représentez combien d'entreprises, combien de partenaires? On représente un peu plus de 150 entreprises du secteur immobilier. On existe depuis une douzaine d'années. Initialement, on s'est construit par la réunion de plusieurs maîtres d'ouvrage dans le tertiaire qui ont voulu mettre en commun leurs indicateurs et leur consommation énergétique. De là est né notre baromètre de la performance énergétique dont on va peut-être parler. Bien sûr. Et puis depuis, on a élargi nos activités au sujet d'adaptation, biodiversité, eau, reporting, etc. Et IQ-Spot, c'est quoi? C'est un outil de décarbonation du tertiaire, l'immobilier tertiaire? C'est ça, c'est entre autres un outil. On aide les investisseurs en immobilier tertiaire à décarboner leur parc de bâtiments sans travaux et en adaptant, en co-construisant avec eux une action, un plan d'action, une stratégie un peu dédiée en fonction de leur parc immobilier. Donc on n'est pas sur la construction, on est bien d'accord, on est sur l'usage avec vous. Exactement, sur l'usage, l'exploitation du bâtiment avec un outil qui marche concrètement. On va mettre des objets connectés dans les bâtiments pour suivre et piloter les consommations énergétiques. Et ensuite, on a une plateforme qui analyse ces données-là et on a des énergie managers en interne pour aider à concrètement décarboner le bâtiment avec le minimum de travaux. Selon l'ADEME, le secteur du bâtiment représente 23% des émissions de gaz à effet de serre en France. C'est pas pour la première fois qu'on voit et qu'on vous propose cette statistique. Et à chaque fois, je dis un peu la même chose. Ça veut dire que le secteur est une partie importante du problème, mais aussi de la solution, Marie Manac. Donc, on va s'appuyer là-dessus. Vous publiez chaque année le baromètre de l'immobilier responsable. Tiens, j'ai une question un peu plus conjoncturelle. Le secteur du bâtiment, il subit une crise assez majeure depuis quoi, un peu plus d'un an et demi. Est-ce que les enjeux environnementaux passent un peu à la trappe quand on est confronté à presque des questions de survie économique, quoi? Oui, évidemment, c'est sûr qu'il y a des enjeux qui viennent se télescoper un petit peu. En revanche, on se rend quand même compte que parmi nos interlocuteurs, il y a une vraie prise de conscience qui a émergé d'une part sur le sujet de la décarbonation, de la compréhension des enjeux énergétiques, mais on a aussi de plus en plus une matérialité des risques qui s'accroît, les risques physiques, l'accès aux ressources par exemple, la biodiversité qui est un peu en déclin. Tout ça, ce sont quand même des choses qui sont prises de plus en plus en compte dans les stratégies des entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience que la pérennité même des entreprises du secteur peut être mise en jeu par le réchauffement climatique et ses conséquences? Absolument. Enfin, l'objet même de l'immobilier, c'est quand même d'accueillir des usages, d'accueillir des occupants. Donc, à partir du moment où les risques physiques s'accroissent, on a un sujet de résilience des actifs et donc de résilience des entreprises qui gèrent ces actifs. C'est indéniable. Est-ce que vous le ressentez, vous, avec vos interlocuteurs? On va rentrer dans le détail des solutions que vous proposez, mais voilà, oui, ok, t'es bien gentil de venir nous proposer des solutions de décarbonation, mais bon, c'est peut-être pas notre priorité en ce moment, quoi. On ressent pas trop que ce n'est pas une priorité. Par contre, on ressent qu'effectivement le secteur est quand même très en crise, que les capacités d'investissement pour mettre en place des choses dans les bâtiments sont beaucoup plus limitées. Mais par contre, l'enjeu est toujours là. C'est une demande de leurs propres locataires, c'est de leurs propres investisseurs qui demandent aussi de rendre des comptes sur tous les aspects ESG. Donc c'est comment combiner ces enjeux qui sont là, mais dans un monde où il n'y a plus trop possibilité d'investir dessus. Vous avez lancé à l'automne dernier une nouvelle offre de pilotage automatique à distance. Comment ça marche? De quoi on parle? Alors c'était pour répondre à un des enjeux réglementaires qui monte, qui est le décret BACS, qui est de mettre en place des systèmes de pilotage de tout ce qui est chauffage, clim, ventilation dans les bâtiments. C'est rentré en vigueur au 1er janvier, c'est ça? Au 1er janvier, exactement, pour les bâtiments. En gros, d'un peu plus de 2500 mètres carrés, donc c'est en fonction de la puissance des équipements, mais voilà. Et donc concrètement, on vient mettre en place des automates connectés à l'intérieur des bâtiments pour cibler les principaux équipements énergivores, la chaudière, le groupe froid, la centrale de traitement d'air, et aider à piloter les horaires de consigne et les températures de consigne pour vraiment adapter les réglages de ces équipements aux usages réels du bâtiment et aller chercher entre 15 et 20% d'économie d'énergie, finalement, juste en améliorant cet existant.
Ça veut dire qu'au-delà de cette nouvelle offre, les solutions que vous proposez avec EcoSpot, il n'y a pas besoin de ce qu'on appelle le GTB, la gestion technique du bâtiment. Il y a pas, c'est des investissements moins lourds qu'une GTB. C'est dans ce même domaine, mais effectivement, c'est quelque chose de beaucoup plus light en termes d'équipement qu'on met en place. La GTB, enfin, on peut un peu tout mettre dans ce nom. Dans cet acronyme, oui. On parle souvent plutôt d'investissement entre 30 et 50 euros du mètre carré pour un bâtiment. Donc dans un domaine où l'investissement est très limité, c'est quand même compliqué. Là où nos solutions, on essaye vraiment de les faire rentrer en dessous du 5 euros du mètre carré pour que ça soit beaucoup plus léger en CAPEX pour nos clients. Ouais. En matière de construction, de cycle de vie des bâtiments, Marie Manac, quels sont encore les progrès à faire? Il y en a eu pas mal de fait depuis plusieurs années. On est souvent partenaires, nous, ici à Bismart et avec Smart Impact du Salon de l'immobilier bas carbone, par exemple. Donc il y a eu des progrès de fait. Qu'est-ce qu'on peut faire encore de mieux? C'est sûr que d'un point de vue technologique, technique, il y a plein de choses qui se mettent en place, notamment sur le point de vue de la décarbonation, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres acteurs qui pourront expliquer les solutions qu'ils proposent. Nous, à l'Observatoire de l'immobilier durable, on est un peu plus sur le avant la construction, justement, la question de la sobriété foncière, de la sobriété des mètres carrés, tout ce qui va être mixité d'usage, intensité d'usage aussi, en fait, faire en sorte de faire moins, d'avoir peut-être des consommations énergétiques qui sont un peu déplacées pour du coup moins consommer de matériaux aussi, quoi. Alors, prenons un exemple. Avant un projet de construction d'un nouvel immeuble de bureau, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Déjà, c'est questionner la question du nouvel immeuble du bureau. Oui. Évidemment, est-ce qu'il y en a besoin? Donc ça, c'est des questions... il y a tout un tas de professionnels qui s'emparent de la question en fonction des marchés. Il y a des besoins qui diffèrent. Il y a surtout un parc de bureaux avec plus de millions de mètres carrés vacants qui restent à utiliser. Donc c'est la question de la transformation de la surface, du bon usage. Et donc effectivement, la première question... de son taux d'usage, il y a des heures où il n'y a plus de salariés, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Exactement. Et du coup, tout ce qui est chronotopie, il y a tout un tas de solutions à mettre en place et des acteurs qui se positionnent là-dessus aussi. Donc pour questionner la construction avant même de la mettre en œuvre et trouver des solutions sur les matériaux, par exemple. Ouais. Est-ce que vous voyez, parce que vous disiez que votre observatoire, je cherchais le mot, existe depuis une douzaine d'années, c'est ça? Quand vous avez démarré il y a 12 ans, on vous regardait un peu comme des extraterrestres. Aujourd'hui, ça y est, c'est tout le monde est prêt à monter dans le bus avec vous. Comment vous voyez l'évolution? On a de plus en plus, en tout cas, la question de l'immobilier durable, elle prend une place de plus en plus importante dans la stratégie des entreprises. On ne s'adresse plus qu'aux personnes qui sont spécifiquement dédiées à ces sujets-là, mais aussi à des personnes qui sont plus dans la stratégie d'entreprise et qui vont vraiment intégrer ça dans leur évolution. Mais de fait, sur les 12 années de l'association, on a vu un changement des mentalités déjà dans les thématiques qui sont étudiées, où on ne va plus parler que des kilowattheures, mais on va parler de tout un tas d'autres indicateurs et de thématiques. Et puis on sent que les sujets se déplacent. Et les investisseurs, quels qu'ils soient, institutionnels ou autres, ils font leur choix en fonction de ces critères ESG de plus en plus? De plus en plus. C'est tout l'objectif de la taxinomie, de toute cette réglementation qui pousse à plus de transparence et à plus de reporting extra-financier pour justement... Donc taxonomie, on flèche les investissements vers les secteurs et les activités vertes, on va dire ça comme ça. Exactement. En tout cas, ça a donné une définition commune qui n'existait pas auparavant de ce qu'est une activité durable, avec un peu dans l'espoir que mécaniquement, par effet de marché, les capitaux, les investissements vont aller vers justement ces activités durables. Je reviens à votre activité, et alors vous disiez, secteur en crise, difficulté d'investir, et donc la question qu'on va vous poser tout le temps, c'est quel retour sur investissement? À quelle vitesse on rentabilise ce que vous proposez? On a calé justement avec ce monde sans trop de capacité d'investissement, on a calé nous notre propre modèle économique plutôt sur un format d'abonnement, donc qui permet déjà de lisser ça sur beaucoup plus d'années, d'être beaucoup moins compliqué à prendre en œuvre. Mais ce qu'on voit, alors, il y a différents types de retours d'investissement. Il y a sur la facture énergétique, qui n'est pas forcément ce qui est regardé par les investisseurs immobiliers, mais là, généralement, pour 1 euro d'abonnement, on peut gagner entre 3 et 4 euros sur la facture énergétique, donc ça permet déjà un premier bon retour sur investissement. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que c'est de plus en plus critique pour nos clients d'avoir justement cette donnée fiable pour répondre aux différents reportings énergétiques.
Est-ce que alors il y a évidemment les critères énergétiques, consommation, etc. Est-ce que l'eau, par exemple, vous regardez ça aussi dans les bâtiments dans lesquels vous intervenez? Tout à fait. On suit l'eau. En plus de l'énergie, on suit également l'eau. Ouais. Et c'est effectivement quelque chose qui est de plus en plus regardé, suivi. Il y a des reportings un peu obligatoires sur ces sujets-là. Pour l'instant, c'est plus des gens qui veulent aller au-delà de la pure réglementation. Ouais. Mais le suivi de l'eau, avec détection de fuite d'eau, de prévenir la bonne personne dès qu'il y a un problème, c'est de plus en plus demandé. Ouais. On parlait de biodiversité. C'est vrai que les critères en matière de biodiversité, enfin, c'est plus difficile de comptabiliser son impact positif en matière de biodiversité qu'un bilan carbone. Donc, est-ce que votre rôle, c'est aussi d'aider à inventer ces critères? C'est beaucoup plus simple pour un porteur ou un acteur immobilier d'agir à l'échelle de son bâtiment, donc sur les questions d'énergie et d'eau par exemple, que d'agir concrètement sur la biodiversité, la pollution, l'adaptation au changement climatique, parce qu'on dépasse l'échelle de l'actif, on est tout de suite à l'échelle du quartier, de la ville, etc. Donc il y a une forme de dilution des responsabilités aussi qui apparaît, et c'est tout l'objectif de l'Observatoire de l'immobilier durable, c'est de mettre autour de la table tous les acteurs, se parler un peu à livre ouvert pour définir des normes communes, des objectifs communs et effectivement des indicateurs, ce qui est toute une partie de notre travail, c'est vraiment de définir des indicateurs, y compris sur la biodiversité, pour créer une histoire et se donner des objectifs communs. Est-ce que vous, avec vos solutions, vous entrez dans le bilan extra-financier, la directive européenne CSRD? C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà des entreprises suffisamment grandes pour se dire, tiens, on va aller voir EcoSpot pour améliorer notre bilan extra-financier? On a certains clients, des foncières cotées qui mettent ces indicateurs-là dans leur reporting extra-financier. On voit pas mal d'investisseurs qui ont des fonds labellisés ISR, ou pareil, ils sont audités par des auditeurs tiers, et ils mettent également ces données-là dans ces rapports-là, et on voit que ces données sont de plus en plus auditées, d'où le besoin d'avoir de la donnée fiable et complète sur ça, et c'est ce qu'on apporte. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur BeSmart for Change. On passe tout de suite à Smart Ideas sous forme de chronique. Aujourd'hui, une bonne idée venue du Japon.